Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas vraiment le sujet le plus drôle de ce podcast. C'est tous les échecs que j'ai vécus. Bon, il y en a tellement que je pourrais pas les lister, hein, bien sûr. La liste des échecs de cet épisode n'est pas exhaustive. Je vais vous en citer 5 qui m'ont vraiment marqué et que j'aurais pu éviter. Donc je vous cite l'échec, je vous raconte la petite histoire et je vous donne la solution pour pas que ça vous arrive à vous, bien entendu. Alors, premier échec, c'est les ressources qui ne marchent pas. Moi, Abdou de Flippies, avant de mettre une ressource sur Flippies, je dois m'assurer qu'elle fonctionne avec mes apprenants, bien sûr. Même si elle ne fonctionne pas avec mes apprenants, c'est possible qu'elle fonctionne avec d'autres. Donc, j'ai ce qui s'appelle des bêta-testeurs qui testent mes ressources et qui me disent vraiment ce qu'il y a à changer, ce qui marche pas. Donc, ce que vous ne savez pas, vous, c'est qu'il y a une vingtaine de ressources qui est, on va dire, chez moi. Enfin, une vingtaine de ressources qui sont chez moi et qui n'ont jamais été utilisées à l'extérieur de Flippies, en fait. Pourquoi ? Parce que je les ai utilisées dans mon cours. Ça a fait un flop tellement énorme que ça n'a pas vraiment marché, en fait. Et ce qui ressort, en fait, de toutes ces ressources, le point commun, on va dire, de ces ressources, c'est qu'elles sont créées et utilisées, c'est qu'elles ont été créées et utilisées avec un niveau intermédiaire, tu vois. Genre le B1, B2, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y avait trop de mots d'argot, tu vois. Genre mettre à l'amende, c'est une expression qu'on ne connaît pas vraiment quand on est en B1, B2 et qu'on ne regarde pas forcément de contenu, on va dire, des séries, etc., quoi, en français, tu vois. Si on ne regarde pas assez de contenu en français, on ne peut pas connaître ces expressions. Et du coup, c'est des ressources, en fait, que j'ai utilisées, des ressources, des documents déclencheurs, des documents originaux, en fait, que j'ai utilisés pour créer la ressource, tu vois, lancer la ressource, lancer le thème. Et le souci, en fait, c'est que c'est des trucs qui me passionnaient, moi, tu vois. Genre, moi, j'aime bien un artiste, par exemple, qui s'appelle Orelsan, et un autre artiste qui s'appelle Gringe. Ensemble, ils s'appellent les Casseurs-Flotteurs et ils avaient créé une petite série qui s'appelait Bloqué. Bon, je sais pas si tu sais de quoi je te parle, mais je te remets dans le contexte. C'est deux amis qui fument des joints, ils sont assis sur leur canapé et ils discutent de la vie. À un moment, ils ont fait un épisode sur l'écologie. Franchement, l'épisode, c'était au début de Flippies. L'épisode était vraiment facile à didactiser. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisaient beaucoup de vocabulaire de l'écologie. Dans leur comportement, il y avait beaucoup de choses à utiliser, en fait, exploiter en cours. Mais le problème, déjà, c'est l'introduction déjà de l'épisode, tu vois. Enfin, de la ressource, plutôt. Pour introduire la ressource, il y a eu tellement de mots à définir, tu vois. Genre, j'ai peut-être mis 10 définitions avant de démarrer l'enregistrement, avant de montrer la vidéo à mes apprenants, tout simplement. À votre avis, ça veut dire quoi ? À votre avis, ça veut dire quoi ? À votre avis, ça veut dire quoi ? En fait, il y avait peut-être 10 mots à définir, 10 mots d'argot à définir pour que mes élèves puissent enfin commencer à travailler sur le document, tu vois. Et ça, c'est une mauvaise idée. Extrêmement mauvaise idée parce que tu leur expliques les 10 mots, mais 2 minutes après, ils ont totalement oublié ce que les mots voulaient dire, tu vois. Et des ressources comme ça, franchement, il y en a eu plein, tu vois. Donc là, en fait, la solution, pour moi, en fait, c'est déjà essayer d'utiliser des ressources qui ont un intérêt pour vos apprenants. Pas forcément pour vous, mais pour vos apprenants. Donc le premier cours le premier cours avec vos élèves, vous essayez de discuter avec eux, qu'est-ce qui vous passionne, etc., etc. Ou même pendant un cours, tout simplement, essayez de vous renseigner sur les passions qu'ont vos apprenants. Et en fonction de ces passions-là, vous saurez quoi utiliser, de quoi parler, etc., en cours. Vos passions ne sont pas forcément les passions de vos apprenants, et moi, je l'ai appris à mes dépens. Donc, si tu es passionné de taxidermie ou de chasse, on s'en bat les couilles. Regarde si la majorité de tes apprenants est intéressée par ça, a envie de parler de ça, et a vraiment envie de faire des recherches là-dessus, et après, tu pourras parler de ce thème de taxidermie, de chasse, de ce que tu veux, de pêche, etc., quoi. Et voilà, c'est ça la solution. Parler de la passion de vos apprenants et pas des vôtres, et limiter
les ressources où il y a trop d'argot à l'intérieur, en fait. C'est des ressources où il y a trop de mots qu'ils n'ont pas vus ou qui sont compliqués à comprendre dans l'instant T, quoi, tu vois. Essayez de limiter ça. Alors, les amis, le deuxième échec, qu'est-ce que c'est ? C'est pas forcément de ma faute, hein, je me dédouane, mais j'ai toujours ma part de responsabilité là-dessus. Hein. C'est des cours avec un niveau de français trop élevé. Le problème que j'ai eu quand je travaillais à l'université d'Almeria, en Espagne, c'est que je donnais un cours de B1, tu vois. Un cours de B1 à une quinzaine d'élèves. Déjà, moi, j'aime pas trop les cours où il y a 15 élèves, mais bon, j'avais pas le choix, j'étais en galère, il fallait que je travaille. Donc, moi, je donne un cours de B1, et le problème des gens, en fait, c'est que quand ils voulaient le DELF B1, ils avaient besoin du DELF B1, en fait, pour, je sais pas, moi, voyager en Erasmus, hein. Je crois qu'en Espagne, en fait, c'est ça, si t'as pas le niveau B1, tu peux pas aller en Erasmus en France. Du coup, les gens disent, ouais, il me faut le niveau B1, donc je m'inscris à la classe de B1. Et le problème, c'est que vouloir un niveau B1, c'est bien, mais avant de t'inscrire dans le niveau B1, excusez-moi, avant de t'inscrire dans le niveau B1, il faut au moins que tu aies un niveau A1, tu vois. Et si t'as pas le niveau A1 et que tu viens en B1 directement, tu seras totalement perdu. Et mon problème à moi, en gros, c'était que je donnais un cours de B1 à une classe de B1, tu vois. Et le problème, en fait, c'est que le filtre avant, là, il a mal été fait. C'est-à-dire que tu as des élèves, tu leur dis « Bonjour, comment ça va ?» Normalement, en fin de A2, ils sont totalement en mesure de te répondre à ça. Où est-ce que tu habites ? Tu as quel âge ? Etc. Mais là, dans mon cours de B1, on va dire qu'il y avait la majorité. Hein. Sur 15 élèves, tu en avais 10 qui ne savaient pas répondre. C'était super compliqué. Je leur disais, mais il fallait aller en A1. Franchement, je vous le dis, vous allez en A1. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai dans la gorge. Ça doit être désagréable à écouter, mais bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Bref. Ouais, je leur disais, avant d'aller en A1, t'as des étapes, tu vois. C'est comme si tu faisais de la musculation. Tu peux pas aller à la musculation et vouloir soulever 100 kilos. Non, il y a des étapes derrière. Tu commences par 10, tu commences par 20, etc., etc. Bref, je me rappelle avoir utilisé cette métaphore de la musculation. Mais eux, non. Ils viennent, ils sont tout maigres, ils n'ont pas 1 gramme de français sur eux, et ils se mettent directement dans un cours de B1. Du coup, moi, j'arrive, je leur donne des textes, des audios, ils comprenaient que dalle. Et après, ils font quoi ? Ils se plaignent à l'administration. Ouais, votre prof, on comprend rien, ses cours, ceci, cela. Après, heureusement pour moi, j'avais, 5-6 élèves qui avaient ce niveau B1. Enfin, qui avaient le niveau pour être dans la classe de B1, tu vois. Du coup, quand je donnais des cours, ils comprenaient plus ou moins ce que je disais. Quand je donnais des devoirs, ils arrivaient à les faire. Et voilà, en fait, je me disais, je suis pas fou. Mes cours ne sont pas trop durs pour les élèves. Ce sont les élèves, en fait, qui sont pas vraiment dans leur groupe. Du coup, franchement, j'ai essayé de trouver une solution à cela, mais moi, j'avais pas le pouvoir de dire, bon, je vais faire une classe avec 5-6 B1, et tous les autres, je les prends en A1. J'aurais kiffé faire ça. L'université m'a dit, c'est niet, Abdou, tu vas pas nous niquer notre bénéf, là, hein, tu vas faire ce qu'on te dit, tu prends les 15 élèves et tu te démerdes. Ok, je me suis démerdé comme j'ai pu, hein, mais j'ai pas cherché à faire du social, à faire du A1, machin, truc. Hein. Franchement, j'étais désolé pour les autres, mais tenez, ça c'est le texte, chez vous, débrouillez-vous. Toutes les fautes en fait qu'ils faisaient, je prenais pas le temps de réexpliquer, tu sais, du, de, là, des. Je leur expliquais peut-être une fois, mais quand la faute était trop fréquente, je passais, en fait, je m'en foutais. Et du coup, en fait, il y avait des élèves qui étaient un peu mis à l'écart, et d'autres qui étaient un peu privilégiés, tu vois. Donc il y avait plus de la moitié des élèves qui se faisaient chier, et t'en avais 5-6 qui suivaient le cours et qui apprenaient d'une manière assez fun, assez cool, tu vois. Et c'était marrant parce que des fois je faisais des trucs drôles, t'en avais que 4-5 qui rigolaient, et les autres ils me regardaient en mode qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, ouais c'est drôle, je vais faire semblant de rigoler, faire genre j'ai compris. Donc voilà, en gros, moi je dis, si vous avez un problème comme ça en fait, si tous les élèves ont le même niveau, s'ils sont tous niveau A1, tu peux transformer ton groupe de B1 en A1, adapter les activités et tout. Mais si tes élèves ont un niveau différent,
Dans la même classe, là c'est un peu plus chaud. Tu dois vraiment privilégier le niveau le plus haut, même si le niveau le plus bas représente la majorité des apprenants, tu vois. Après, la solution pour ça, ce serait de retravailler le test de positionnement, tu vois. C'est-à-dire que demander vraiment au prof, à moi, Abdou, là, de placer les élèves où ils doivent être placés, tu vois. Ça, pour moi, ce serait beaucoup, beaucoup mieux, en fait. De demander au prof, oui, est-ce qu'un tel a le niveau B1, est-ce qu'un tel a le niveau B2, etc. Et je crée moi-même les groupes, tu vois. Et aussi, ce serait de ne pas penser qu'aux bénéfices, parce que je pense que les gens qui ont suivi mon cours, mais qui n'avaient pas le niveau, et en plus qui se permettaient de louper des cours, d'arriver en retard, bref, mauvaise expérience, quoi. Tous ces gens-là, en fait, je ne pense pas qu'ils viendraient se représenter, euh, se représenter à l'université pour resuivre des cours de B1, tu vois. Déjà, le cours, en fait, avant de vendre ton cours, c'est donner de vrais conseils aux gens. Tu leur dis oui, t'as quel niveau en français? S'il te dit ouais, j'en ai fait du français pendant le lycée, le collège et tout. Et que là, la personne a 20, 24 ans, tout ça, c'est chaud. On refait la descente tout de suite en A1 et tout se passera bien, quoi. Donc voilà, retravaillez le test de positionnement et après vous faites des groupes avec assez de justice, on va dire. Tout le monde a le même niveau, plus ou moins. Et après, voilà, quoi. Donc voilà, hein, le premier échec, c'était les ressources qui ne marchaient pas. Le deuxième, c'était des cours avec un niveau trop élevé pour les élèves qui y participaient. Et le troisième échec que j'ai eu, le troisième problème, vraiment, c'est quoi? C'est les sujets qui sont interdits. Quand on enseigne le FLE, il est indispensable, mais vraiment indispensable, de prendre en compte la culture de tes élèves. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont tu peux parler et des choses dont tu ne peux absolument pas parler. On va dire que moi j'enseignais en Espagne, du coup ça allait, tu vois, je pouvais un peu parler de tout, tu vois. Je peux parler d'homosexualité, tu vois, par exemple. Même si c'est pas mon sujet préféré, tu vois, on s'en fout. Mais si par exemple je fais ça au Qatar, avec des ados par exemple, là je vais avoir des problèmes. Donc si tu enseignes au Qatar, bien sûr, ne fais pas une ressource sur l'homosexualité. Oui, être homophobe, c'est pas bien, etc. Non, fais pas ça. Respecte un peu la culture du pays, tu vois. Et moi, en fait, j'en ai parlé dans une vidéo, hein, le gros souci que j'avais eu, c'était concernant l'avortement, tu vois. L'avortement, c'est un sujet qui est assez polémique, hein, mais comme on parlait on parlait d'inégalité homme-femme, tu vois. En gros, on disait, en fait c'était un débat de fond, et on disait que la femme a le choix d'avorter, mais le mec, quand il met une femme enceinte, lui, il n'a pas le choix. Si la meuf veut l'enfant, le mec n'a pas le choix. C'est une paternité, on va dire, imposée, tu vois. Mais les femmes, voilà, c'est un peu d'inégalité à ce niveau-là, tu vois. Et là, en fait, les gens, quand ils argumentaient entre eux, là, c'était un cours je crois que c'était soit B2, soit C1, parce que les gens, en fait, ils avaient assez de répartie en français, tu vois. Et au bout d'un moment, ça partait en couille, et ils parlaient même plus français, ils parlaient espagnol. Mais en gros, ils me sortaient des dingueries en mode, comment tu veux interdire l'avortement? Parce que si demain t'as une fille, on la viole, est-ce que tu serais contente qu'elle garde l'enfant? Ta fille, elle a 12 ans, elle a 13 ans, elle tombe enceinte, machin. Comment tu veux justifier l'interdiction de l'avortement, en fait? Et en gros, ça partait en couille totale, quoi. Je me dis, l'avortement, c'est bien, mais pas comme ça, tu vois. Faut pas en parler, et c'est peut-être pas des sujets dont on parle quand on passe, je sais pas moi, des examens ou quoi que ce soit, tu vois. Par si tu donnes des cours de FLE à des médecins, ouais, tu vois. Donc, tu vois, pour éviter ce gros problème, hein, moi, je te conseillerais de bien te renseigner sur la culture de tes apprenants, sur les tabous de la société de tes apprenants, avant d'en parler, tu vois. Et si tu veux vraiment aucun souci, privilégie les thèmes universels, tu vois. Genre logement, nourriture, etc., etc. Ça, c'est des trucs qui passent partout. Personne te fera chier. Et puis, ce sera cool. Ce sera cool. Prochain échec. Hein. Je vous rappelle les 3 échecs précédents.
les ressources qui ne marchaient pas, les cours qui étaient trop difficiles pour les élèves, les sujets interdits dont il ne faut pas parler en cours. Et là, le 4e échec, c'est mes élèves qui échouent aux examens. Moi, j'ai une méthode qui ne peut pas faire louper les élèves. Enfin, qui peut pas, qui, quand elle est utilisée, en fait, tes élèves ne peuvent pas louper l'examen. Pourquoi ? Parce que tu as changé leur routine. Hein. C'est une formation, en fait, que j'ai. En fait, j'en ai même fait une masterclass. C'est un atelier pour le DELF B2, tu vois. Et en gros, quand tes élèves suivent cet atelier-là, ils changent leur habitude. La langue de leur téléphone n'est plus la même. Ils ont une sorte de groupe WhatsApp dans lequel ils échangent des informations. Ils lisent un livre un mois avant l'examen. Ils regardent des séries un mois avant l'examen et ils écoutent des podcasts un mois avant l'examen. Du coup, ils sont tous dans un mode français, un mois intensif en cours, enfin pendant l'atelier et en dehors de l'atelier. Mais l'atelier comment dirais-je ? L'atelier, il n'a que 15 heures en fait. Il est composé que de 15 heures, tu vois. Et dans cet atelier, je donne une préparation optimale. Des conseils pour réussir la production orale, une structure à suivre pour la production orale, une structure à suivre pour la production écrite. Tout est donné, tu vois. Le problème, c'est que quand les élèves sont prêts pour l'examen, ils arrivent devant la feuille de l'examen, et ben ils se chient dessus. C'est-à-dire qu'ils ont peur, ils sont stressés, etc., etc. Mais ça dépend pas de moi, ça. Mais si un peu, t'as beau tout leur enseigner, ils savent tout, ils savent comment répondre, s'ils n'ont pas la réponse, ils savent quoi faire, ils savent connaissent toute la structure de la production écrite, la compréhension écrite, savent comment lire les questions, tu sais, les étapes à suivre, en fait, tout le cheminement pour avoir des putains de notes à l'examen, en fait. Et pendant la préparation, ils ont des putains de notes. Et les exercices de la préparation sont beaucoup plus difficiles que l'exercice de l'examen. Parce qu'il y a des questions un peu vicieuses, tu vois. J'avais même fait j'ai même fait 2 livres. Le livre de production écrite sortira bientôt, tu vois. Mais bref, c'est pas ça le sujet, on va pas faire de pub, on s'en fout, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment carré. C'est une préparation vraiment optimale, quoi. J'ai mal à la gorge, excusez-moi. Voilà, tu as une bonne préparation, mais ce qui manque en fait dans cette préparation, ce serait peut-être un module de gestion du stress, tu vois. Comment gérer ton stress ? Comment ne pas paniquer ? En cas de panique, qu'est-ce que tu dois faire ? Et en gros, en fait, c'est des outils que j'aimerais intégrer, que j'aimerais vraiment intégrer dans la formation, en fait. Et du coup, là, moi, j'ai parlé avec plusieurs intervenants en FLE, etc. Et là, je vais essayer d'en trouver un qui va me parler, en fait, justement de ce thème, tu vois. De ce thème de gestion du stress, confiance en soi, etc., quoi. Du coup, ouais, c'est ça, en fait, le truc, hein. Et c'est vrai qu'aux examens, malgré la bonne préparation, t'as des personnes qui stressent, et la solution, ce serait de créer une sorte de module, ou 1 heure ou 2 pour apprendre à gérer son stress, tu vois. Voilà. Ça pourra leur servir à eux, et dans leur vie personnelle aussi. Ok. Troisième non, je suis un menteur. Dernier échec. Dernier échec qui est toujours d'actualité pour moi. Je suis une sorte de chef d'entreprise. Et qui dit chef d'entreprise dit responsabilité. Et vraiment, moi, j'ai un souci qui touche tout le monde. Ce problème-là, c'est la flemme, comme dirait Angèle. Sortir, c'est pour les nuls. Moi, j'ai la flemme. C'est bon, j'arrête, c'est gênant. Déjà, je suis pas organisé. Je cherche à m'organiser. J'ai regardé un truc Notion, j'ai essayé, ça me casse la tête. Je suis encore avec mon petit calepin, je sais pas, j'aime bien avoir le papier, écrire, je sais pas, c'est bizarre. Mais quand je parle avec qui ? Avec Océane, Touillon, Miss Touillon, je me rends compte que je suis vraiment pas organisé. Quand je parle avec Mina Lepchanovic, je suis vraiment pas organisé du tout. Il va falloir que je fasse en sorte que je puisse avoir de la régularité dans la création de mes contenus et un peu plus d'organisation. Et le problème que j'ai, c'est peut-être un problème que t'as toi, si t'es travailleur, on va dire indépendant, ou prof de FLE indépendant, bref. Quand tu travailles pour toi, les gens ont plutôt tendance à estimer que tu seras plus libre qu'une personne
qui travaillent à la caisse de chez Auchan. Bon, j'ai rien contre les personnes qui travaillent à la caisse de chez Auchan, hein, mais si tu leur dis aujourd'hui je peux pas, je travaille à la caisse, ils vont pas te dire bon allez vas-y c'est rien, donne-moi juste 1 heure ou 2, nanani nanana. Là, les gens ont plus de respect pour ces boulots-là. Mais quand tu travailles pour toi, comme moi je travaille pour moi dans mon petit bureau, je crée mes ressources, les gens me diront ouais c'est pas grave, tu la créeras plus tard, etc., etc., etc. Et ben mon problème c'est que je suis gentil, j'ai une grande famille, j'ai beaucoup d'amis qui comptent sur moi, tout ça. Bref, je suis pas n'importe qui. Je me prends pas pour n'importe qui, mais alors, je me la pète pas en disant ça, mais vraiment, je rends trop de services aux gens, et les services que je rends aux gens ont tendance à piétiner un peu mon business, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas de temps pour réaliser tout ce que je veux. Bah, le fait d'être gentil, d'accepter ceci, cela, bah voilà, ça me dérange. Après, je suis un petit peu compliqué à avoir, hein. Franchement, pour m'avoir au téléphone, c'est un peu difficile. Je suis souvent en mode silencieux quand je travaille, c'est-à-dire me dérange pas, m'appelle pas, parle pas avec moi. Et j'ai une petite technique aussi, c'est le Pomodoro, c'est-à-dire que pendant 25 minutes, j'oublie mon portable, presque éteint même, et pendant 5 minutes, je peux le rallumer, discuter, regarder sur Instagram, et ces 5 minutes, parfois, elles se transforment en une demi-heure. Pourquoi ? Parce que je suis indiscipliné, mais c'est pas grave, on a tous nos défauts, c'est la vie, il faut que je travaille dessus. Je vais essayer de me former un peu sur Notion, etc., et voilà quoi, me former sur la productivité, le travail, la concentration, la méchanceté aussi. Ok, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode. Peace!